Voilà, ben, bonjour à tous les deux, bonjour à Aurélie, bonjour à Mohamed. On est dans le Lab Expat 4, qui est la première édition de 2026 et la quatrième édition de ce qui est devenu maintenant un rendez-vous mensuel pour les juristes d'entreprise exerçant à l'étranger, en dehors de France. Euh, alors, c'est une thématique qui est intéressante. Je vais vous présenter tous les deux très, très bientôt, mais je voulais simplement présenter la thématique parce que c'est une thématique qui pourrait donner lieu à des heures de discussion entre nous. Puisqu'effectivement, c'est le côté qu'on a le plus de mal à percevoir et à gérer quelque part quand on vient d'une certaine culture et qu'on doit exercer dans une autre culture que celle dont on vient. Donc, je pense que ça va être intéressant d'échanger avec vous sur vos expériences respectives en tant que juriste à l'étranger. Alors, je vais commencer par présenter Aurélie. Donc, Aurélie, n'hésite pas si jamais je suis complètement off dans ce que je présente, mais tu es maintenant chez SBM Offshore, donc une société qui est basée à Monaco, mais qui a des opérations à travers le monde depuis 2012. C'est ça. Euh, Tu es associé de GC. En fait, dans ce rôle-là, c'est assez récent, je pense que ça fait 3 ans. Voilà, mais Et tu ce n'en es rôle-là, non, ça fait depuis octobre dernier. Voilà, c'est ça. Pardon, 3 mois, pardon. 3 mois, Mais oui, ça fait par contre des années que tu es dans différents rôles opérationnels au sein du groupe. Tu as aussi travaillé dans le cadre de cette expérience pendant, je crois, 3 ans aux États-Unis. correct. Mhm. Donc, tu as aussi cette expérience des négociations aux États-Unis. Et comme tu es aussi solicitor de formation, tu as aussi pu en cabinet. Je pense que tu étais en cabinet en Angleterre, c'est ça? Oui, j'étais en cabinet, c'est ça, Voilà, pendant donc tu as 6 ans. pu. Donc, j'ai pratiqué la négociation pendant 6 ans en Angleterre. Voilà, c'est intéressant. Voilà. Donc ça, euh, voilà, c'est intéressant d'avoir ta perspective non seulement sur la partie européenne, mais quand on avait discuté entre nous, tu m'avais dit que tu avais aussi pas mal d'expérience sur les négociations au Brésil et dans d'autres pays. Donc ce serait intéressant d'avoir ta perspective sur tout ça. Mohamed, tu es GC pour Jeza. Alors c'est une société qui est ingénierique, qui est dans tout ce qui est les phosphates, mais qui est une société aussi de services qui sert plutôt le marché africain, si j'ai bien compris. C'est une société en fait que tu as, pour laquelle tu agis en tant que directeur juridique, mais que tu étais déjà avec cette société il y a quelques années. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, et donc tu es Tu as- revenu, tu es revenu vers cette société. Tu étais, je crois, il y a 4 ans, en 2022, si j'ai bien vu dans ton. En fait, j'ai commencé sur le rôle de General Counsel il y a 4 ans. D'accord, d'accord. Mais tu as vu, en fait, j'étais assez étonné. J'ai vu ton background. Tu as pratiquement autant d'expérience. Tu es basé à Casablanca, mais tu as eu autant d'expérience dans ta carrière en Afrique du Nord qu'en France, en fait. Tout à fait, tout à fait, Voilà. tout à Et fait. donc, et tu as été dans des groupes qui étaient technologiques, qui me parlent beaucoup, parce que moi j'ai beaucoup travaillé dans les techs. Donc c'est intéressant de voir ton passage chez Oracle, chez Sage, enfin, dans des boîtes comme ça. Et tu as aussi une expérience au Crédit Agricole, donc tu as aussi une expérience du bancaire, ce qui est aussi intéressant en termes culturels, parce que c'est une culture en tant que telle, hein, le bancaire, l'expérience. Voilà, donc j'espère avoir en tout cas présenté un petit peu. Et donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir vos perspectives respectives parce que toi Aurélie, j'ai présenté un peu le périmètre qui est global de ton activité. Et toi Mohamed, tu es sur la région MENA, c'est vrai que ça porte des particularités particulières des particularités quand on négocie parce que les aspects culturels sont très importants. On a eu l'occasion d'en discuter, toi et moi, rapidement sur certaines thématiques autour du silence, etc., et de la négociation. Donc, ce serait intéressant d'avoir vos perspectives. Donc, préparé une liste de thématiques, mais n'hésitez pas à rebondir sur tout ça. Et si vous avez des questions ou si vous avez des idées particulières, je pense que les juristes du groupe seraient intéressés en tout cas d'avoir votre ressenti, peut-être des expériences particulières, des sortes de types qui ont fait que quand vous avez négocié, il y a certaines choses ont fait avancer une négociation, parfois où il y avait des situations de blocage qui ont pu quelque part être euh, contournées justement parce qu'on maîtrisait bien les aspects culturels de l'interlocuteur et de la négociation dans certains pays. Donc, ce serait intéressant d'avoir justement au-delà purement du côté théorique, vraiment vos expériences particulières là-dessus. Alors, d'abord, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on arrive à gérer ces aspects culturels quand on part dans une première expatriation? Parce que je sais que dans ton cas, Aurélie,
la première vraie expatriation, c'était quand tu étais parti aux États-Unis. Mais même en Angleterre, quand tu étais en tant qu'avocate, je pense que tu étais dans des négociations avec des clients du coup du cabinet qui exposaient la même chose. Tu n'étais pas au sein de l'entreprise, mais tu avais déjà cette sensibilité autour de ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a d'emblée, qu'on a développé avec soi, qui fait qu'on a un attrait particulier pour l'international, qui fait qu'on a cette sensibilité des cultures internationales pour pouvoir ensuite évoluer dans cet environnement? Ou est-ce que c'est quelque chose dans lequel t'es tombé dedans et du coup tu as dû apprendre sur le tas? Alors moi, je dirais pour ma part, j'ai commencé justement en Angleterre, j'ai fait les US après. Je dirais pour ma part, quand j'ai commencé en Angleterre, je sortais de l'université, donc j'étais plutôt jeune, hein, on va dire. Donc je suis un petit peu tombée dedans. Et en fait, je dirais que apprendre les négociations, ça a plutôt été sur le tas. Et ça a nécessité beaucoup d'observation. Donc, je pense que la qualité d'observation est essentielle dans une négociation et également avoir de l'intelligence émotionnelle, c'est de percevoir un petit peu les signaux qui se passent pendant une négociation. Et après, j'ai beaucoup appris par la suite du fait d'être exposé en fait assez rapidement à des négociations et être en fait en charge de certaines négociations. Et du coup, on apprend plutôt, je dirais, sur le tas. Après, ce qui peut aider aussi, c'est lorsqu'on est amené à gérer des négociations qui ne sont pas avec lesquelles on n'est pas familier avec la culture, c'est d'avoir une espèce de formation interculturelle pour comprendre un petit peu, voilà, les signaux ou les différences d'une culture à une autre. D'accord, mais Ça peut être intéressant. quand tu dis formation interculturelle, en fait, tu veux dire une formation en fait, est-ce que sur le plan universitaire déjà, est-ce que tu avais fait des études en droit international ou Tout à est-ce fait, que oui, oui, voilà, oui. Ouais. d'accord. Et ensuite en entreprise ou même en cabinet, est-ce que tu avais eu des formations quelque part pour te sensibiliser à ça ou pas du tout? Alors en cabinet pas du tout. Donc moi j'ai fait quand même une formation en droit international. J'ai aussi fait un master à l'université de Bristol. Donc le fait d'être exposé dans un milieu international avec tout un tas d'étudiants qui venaient de différents milieux déjà prépare un petit peu le terrain. Et après, quand j'étais en cabinet, il n'y avait pas de formation, je dirais, sur les aspects non techniques, qui sont des aspects plutôt humains de la négociation. Et en fait, ces aspects-là, ça peut s'apprendre par le biais de formations annexes qu'on peut prendre soi-même ou quand on est en entreprise. À l'heure actuelle, je suis juriste en entreprise et c'est le genre de formation que nous, nos entreprises, nous proposent et qui justement soutiennent pas mal pour évoluer dans les négociations. D'accord, intéressant. Mohamed, pour toi, quel était un petit peu le parcours de ce côté-là pour cette sensibilisation à tout ce qui est interculturel dans les négociations? Non, pour ma part, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir évolué dans des groupes, des multinationales, principalement des groupes internationaux, puisque, comme Aurélie, principalement, j'ai appris ça sur le tas. Mais ce qui était assez intéressant pour moi, c'est que je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc, mais je n'ai jamais travaillé au Maroc. Donc, j'ai fait des études de droit international à Paris 1, pour un autre master ensuite en droit des nouvelles technologies, mais je n'avais jamais travaillé au Maroc. Donc ensuite, j'ai intégré un certain nombre d'entreprises qui m'ont permis d'apprendre à négocier. Alors, je passais beaucoup de temps avec les commerciaux à comprendre les préparations euh, et être moins dans cette logique de c'est noir ou blanc, puisque en tant que jeune juriste, en tout cas ça a été le cas pour moi, je voulais être très ferme. Je voulais être très ferme et le fait de pouvoir négocier, ça s'appelait laxiste dans ma manière de penser à la sortie d'école, etc. Et donc, plus je passais du temps, et notamment chez Oracle, par exemple, où c'est une entreprise réellement tournée vers le commercial, là, on s'adapte, là, on apprend. J'ai aussi passé, je crois, une période de 2 ans en tant
sorte de contract admin que Oracle voulait mettre en place. Donc, elle prenait des juristes et les mettait plus face à des problématiques économiques. Et une fois qu'on comprenait l'économie du contrat et que c'était plus un document financier qu'un purement un document légal, en fait, ça m'a permis, moi, de développer petit à petit pour ensuite, j'ai pris une équipe de juristes contrats chez Sage. Ça m'a permis aussi de voir comment chacun négociait et de développer des techniques communes. Donc, finalement, la plupart du temps, on laisse les gens négocier de leur côté, mais une fois qu'on réunit les arguments de chacun, les techniques de chacun, on en sort que plus fort. Et ensuite, ça a commencé par des formations de développement, mieux se connaître, bon, ensuite toutes les techniques de négociation, Harvard, etc. Et tous ces éléments-là font que plus on se sent à l'aise en étant soi-même dans cette négociation, finalement, c'était plus simple. Et quand je suis arrivé au Maroc pour négocier, ben, ça a été une catastrophe absolue, puisque je pensais que j'étais marocain et donc j'avais tous les codes. C'est absolument pas. Donc, moi, j'étais ce que j'appelais être extrêmement professionnel dans une négo. Alors, on a 2, 3 minutes de discussion, après on rentre dans le vif du sujet. Ici au Maroc, ça s'est totalement inversé. Dans les différentes négociations que j'ai pu avoir en Arabie Saoudite, dans les pays francophones, d'Afrique francophone, c'est pareil. Donc, il y a, comme le disait Aurélie, il y a une grande partie de savoir-être qu'on n'apprend pas nécessairement et qu'on découvre. Mhm. Et ça a été vraiment une clé à Ça, titre professionnel et personnel. c'est intéressant parce qu'en fait, dans ta première vie, je dirais, première vie quand tu étais en France, du coup, est-ce que tu étais déjà sur cette région? Pas du tout. Oui, oui, en fait, je discutais, j'avais le Sage Maroc notamment, pas quand j'étais chez Oracle, mais chez Sage, effectivement, le périmètre s'est élargi. Et ensuite, sur mon premier poste de directeur juridique aussi, c'était le cas. J'y étais et j'avais perçu, je n'avais pas perçu un point que j'ai perçu en venant au Maroc, c'est que, en fait, il n'y avait pas de relation de sachant et d'apprenti. Chose qu'on découvre lorsqu'on passe du côté MENA, en fait, on a cette sensation que, comme il y a peu de législation et la législation évolue moins rapidement qu'en Europe, on estime que ceux qui se trouvent en Europe sont les sachants et donc nous, on nous aide finalement à apprendre. Je l'avais jamais senti quand j'étais de l'autre côté, mais quand je suis arrivé de ce côté-ci, clairement, c'est d'une Ouais. évidence absolue. Intéressant. Aurélie, en fait, j'avais une question parce que c'est vrai que on dit souvent que le droit s'exporte mal. Enfin, je sais pas si tu avais envie de rebondir sur ce qu'a dit Mohamed ou je peux déjà avancer sur la Non, non, thématique tu peux d'après. avancer. Ok. En fait, on dit souvent que le droit s'exporte mal et bon, c'est vrai que les aspects culturels, si on fait du marketing, en fait, c'est peut-être plus facile d'aller d'un pays à l'autre quand on est dans certaines professions, certains métiers, mais le droit s'exporte pas forcément aussi naturellement. Donc, au-delà des aspects culturels, comment cette interaction entre le droit et la culture, effectivement, le droit, il faut être très précis. Chaque mot a son sens. Quand on négocie un contrat au-delà des aspects soft law et de la partie vraiment négociation, les cultures juridiques sont pas les mêmes. Comment est-ce que, quelque part, tu as vécu cette imbrégation, quelque part, du droit et de la culture par rapport à ton expérience? Alors, c'est une très bonne question. En fait, je dirais que il y a une grande gymnastique intellectuelle parce que les systèmes de droit sont très différents potentiellement. Quand je pense notamment à la distinction entre les pays de droit civil et les pays de la common law, hein, effectivement, il y a d'énormes différences au niveau de on va dire des pratiques contractuelles et des concepts juridiques qui peuvent s'appliquer. Donc, ce qui est nécessaire vraiment afin de pouvoir s'équiper, je dirais, dans une négociation, lorsqu'on n'est pas familier avec le système de droit dans lequel on va négocier, c'est de comprendre les bases de ce système de droit et aussi le langage euh, que les gens utilisent dans le contrat. Parce que
certains mots qu'on peut utiliser dans, on va dire, le droit civil ne sont pas forcément adaptés, par exemple, dans la common law. Et il y a certains mots qui résonnent beaucoup mieux si on veut être sûr de pouvoir renforcer quelque part les concepts juridiques de certains systèmes. Bien sûr. Donc, il y a énormément d'efforts de gymnastique intellectuelle et aussi savoir, euh, lorsqu'on n'en pratique pas dans un autre pays, savoir s'accompagner d'experts, Bien je sûr. dirais, de cabinets externes qui peuvent nous orienter sur des points particuliers sur lesquels il faut faire attention. Bien sûr. Et Mohamed, la région MENA, du coup, on est quand même, au-delà de on est au-delà de la division pure entre la common law et le droit civil, parce qu'il y a aussi des aspects locaux de droit local qui sont pas basés sur des principes de droit civil, en fait. Donc c'est intéressant d'avoir aussi cette perspective de ton côté, parce que même si tu es effectivement marocain d'origine, t'es pas juriste marocain d'origine. Et donc quand on arrive, on a aussi à gérer ces aspects juridiques locaux. Comment est-ce que tu as découvert tout ça quelque part? La question est intéressante dans le sens où elle implique aussi la notion de gestion de projet. Donc il y a des aspects, par exemple, l'écrit est très peu utilisé. Enfin, il est utilisé si on travaille pour une multinationale. Mais sinon, on n'aime pas trop écrire. Donc, dans le cadre de la gestion de projet, nos consultants ou nos chefs de projet ont du mal à écrire aux clients pour dire voilà, tel délai n'est pas respecté, telle obligation n'a pas été faite. Donc, ensuite, la gestion de la preuve est plutôt difficile. C'est pareil pour les licenciements. C'est très difficile d'avoir de la documentation à jour, alors que on sait très bien que c'est très formaliste comme droit. Euh, et donc, en plus, la notion de conflit est à éviter absolument. On ne veut pas être en conflit avec les gens, donc on évite le juriste au maximum, et c'est là le travail du juriste commence, c'est qu'on on passe par, on va faire beaucoup de lobbying, on s'installe avec les gens, on pardonne beaucoup de choses une première fois et on continue à travailler sur le sujet alors qu'on voit très bien que ça marche pas. Donc il faut Ouais. prendre du temps. La notion du temps, enfin on pourra en parler pendant les négos aussi, parce que la notion de temps est importante sur les négos, mais au moins sur les négociations internes à une entreprise, le temps est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord gagner sa place, et sa place se gagne par l'humain avant qu'elle ne soit gagnée par la technique. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Moi, en fait, il y a une question que je me pose pour tous les deux. C'est, en fait, souvent quand on arrive, quand on est dans une entreprise, on n'est pas forcément au tout début de la discussion. Il y a eu déjà on arrive pour négocier un contrat. Alors, on est plus impliqué que quand on est en cabinet. C'est sûr que, voilà, au sein des opérations. Mais souvent, on arrive, voilà, parce qu'il y a une négociation. Donc, peut-être de l'autre côté, il y a un juriste. On est déjà dans une négociation. Et donc, moi, je serais intéressé d'avoir vos perspectives sur la partie vraiment, maintenant qu'on est à l'intérieur vraiment de la région et dans l'entreprise, tout ce qui est pré-contractuel et tout ce qui est vraiment culturel pour arriver dans cette discussion-là avec les bons outils pour négocier sans avoir quelque part à arriver à porter sa touche légale seulement. Parce que justement, les aspects culturels dont vous mentionnez tous les deux, que vous mentionnez tous les deux, sont très importants. Donc, comment est-ce que vous avez été amené quelque part à appréhender cette partie culturelle en amont vraiment d'une négociation contractuelle? Aurélie, peut-être je te donne la parole. Oui, et justement, j'allais rebondir sur ce que Mohamed disait. Je pense que ce qui est clé, c'est vraiment la préparation en interne. Donc, quand on parle de négociation, moi, je dirais, moi, à l'heure actuelle, en entreprise, on passe 70% de notre temps en négociation interne et 30% en externe. Donc, vraiment, ça cadre un petit peu, ou ça donne du contexte aux négociations. Et donc, en interne, vraiment, là où il y a beaucoup de travail, c'est du travail de préparation, du travail de compréhension du contexte commercial, du contexte technique. Essayer de faire comprendre aux équipes, aux clients internes, justement, de l'entreprise que nous, on a besoin du contexte pour pouvoir leur donner des conseils pour la négociation qui sont
pour pas pouvoir prendre en fait des positions trop dogmatiques, mais pour prendre des positions plus pragmatiques, pour faire avancer la négociation. Donc tout ça, c'est assez clé. Et aussi travailler en équipe, je dirais, assez étroite. Quelles sont les personnes qui vont être présentes pendant la négociation? Donc un responsable commercial, un responsable projet, par exemple, avec qui on travaille et avec qui il faut vraiment collaborer étroitement, établir une très bonne relation, parce que quand il va y avoir des moments difficiles dans la négociation, c'est là qu'on peut compter sur ses collègues des différentes disciplines et qu'on peut faire appel les uns aux autres pour pouvoir résoudre en fait Bien les sûr, problèmes et trouver une bien sûr, solution. bien sûr. Mohamed, tu as quelque chose à rajouter sur ça ou... Ouais. Oui, enfin, évidemment, je rejoins Aurélie dans la même démarche. De ce côté-là du monde, il a été pour moi de beaucoup faire formaliser les choses. Alors, on va commencer par un NDA, expliquer pourquoi le NDA. Vraiment, ça paraît de la base, mais c'était une nécessité, parce que la notion de confidentialité n'existe pas trop ici dans la région MENA. C'est au contraire, on se prévaut d'une information et une information nous aide à ouvrir d'autres portes. Donc ça, donc passer par un NDA, évidemment, avoir un soutien, c'est-à-dire trouver dans les commerciaux quelqu'un avec qui on a énormément travaillé et avec qui on a pu négocier, aboutir à à d'excellents résultats, qui va lui permettre d'influencer les autres, les autres commerciaux, les autres chefs de projet, pour accepter, mais je parle vraiment au tout début hein, de la sensibilisation au droit, pour nous ouvrir un peu la porte. Mais ça passe vraiment par le basique, par beaucoup de formation aux gens. Qu'est-ce qu'on fait? Peu de gens comprennent exactement notre métier, parce que négociation égale négocier des chiffres. Euh, et donc ça prend aussi beaucoup de temps. Donc on a mis en place beaucoup de formations. Et aussi pour les jeunes juristes qu'on a pu recruter dans l'équipe, c'est qu'on a demandé à des avocats ou à des juristes extérieurs de venir faire 15 minutes, 20 minutes de présentation de leur propre parcours et qu'est-ce que c'est la négociation pour eux. Donc Hmm, ça a aidé d'accord. l'équipe aussi. Intéressant. En fait, moi, j'ai exercé pendant une dizaine d'années en entreprise en Angleterre. Et c'est vrai qu'une des choses qui m'avait d'emblée impressionné, c'est vrai que en France, on a toujours cette tendance à se dire les choses directement. On est assez frontal par rapport à ça. Qu'on retrouve aussi d'une certaine façon aux États-Unis. On est plus cash par rapport à tout ça. C'est pas le cas en Angleterre. En Angleterre, on Donc, évite souvent la confrontation. On évite le clash, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pense pas par derrière beaucoup de choses, mais ça a une influence dans la négociation. Et donc, je serais intéressé d'avoir vos perspectives sur le style de communication, au-delà purement de la partie légale. Le style de communication, est-ce que c'est plus direct, plus indirect, plus quelque part implicite dans la communication? Comment ça se passe dans vos régions respectives et vos zones respectives? Peut-être Aurélie, je vais te donner la parole si tu as... Moi, je dirais qu'il faut vraiment, ce qui est clé, c'est l'adaptabilité, hein. Donc, d'identifier le pays du client avec lequel on négocie et de pouvoir s'adapter par rapport à son contexte culturel. Parce que, par exemple, si on négocie en Asie, ça nous est arrivé de négocier en Asie, c'est un contexte culturel, encore une fois, vraiment très différent, où on est obligé de faire appel souvent à des traducteurs, parce que la partie en face n'a pas forcément une maîtrise de la langue anglaise suffisante pour pouvoir négocier. Donc forcément, l'essentiel c'est de s'adapter vraiment à, je dirais, au contexte socio-culturel. D'accord. Comprendre la hiérarchie dans la pièce, comprendre la culture du client ou de la partie opposée. Euh, et effectivement, ça varie, comme tu le disais Stéphane, d'un pays à un autre. Je reconnais bien en France ou dans les pays d'Europe du Sud, je dirais, on est plus direct, on n'hésite pas à être plus direct. En Hollande aussi, nous, on travaille en Hollande, on a notre siège en Hollande.
les gens sont très directs, même pas parfois trop directs pour des Français. Mais effectivement, quand on est dans un contexte anglo-saxon ou asiatique, par exemple, là, il faut être beaucoup plus poli, beaucoup plus subtil et diplomatique. Mhm. Intéressant. Et Mohamed, comment ça se passe dans la région MENA par rapport à ça? Et alors, c'est de l'indirect constant. Ces deux-là, Pardon? c'est quoi, tu disais, c'est? C'est de l'indirect Ah ouais, constant. d'accord. On est, alors, on a eu aussi la chance de négocier à la fois en Arabie Saoudite, en Chine, aussi, alors MENA, mais aussi Afrique subsaharienne, Côte d'Ivoire, etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a des juristes en face, c'est toujours de l'indirect, c'est-à-dire beaucoup de politesse, mettre en valeur absolument les arguments de l'autre partie, même si on n'en est pas convaincu. Mais on ne peut pas, parce que pour comparer par rapport à la France, c'est que la France, il peut y avoir des confrontations extrêmement directes et ça peut être très difficile à gérer avec certains avocats ou certains juristes. Ici, on ne va jamais s'énerver, mais derrière, si la négociation ne nous plaît pas, ça va passer par une direction générale et qui va revenir vers nous en disant, sans rentrer dans le détail, parce qu'on ne donne pas le détail, on dit juste, tu as empêché le deal. En fait, c'est toujours la survie du deal ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de négocier, tout se passe bien pendant la discussion, mais derrière, on nous dit, ah, à cause de toi, je vais rater un deal. J'ai rarement vu un deal capoter à cause d'une Ouais, discussion juridique. exact. Mais effectivement, il y a ce côté respect absolu, beaucoup de formes. Euh, la mise en valeur de l'autre est nécessaire. Oui. Et en Mhm. fait, c'est se considérer même comme une seule équipe. C'est-à-dire qu'on est collègues. D'accord. D'ailleurs, même dans les discussions, on dit nos collègues de telle société, alors qu'on est face à eux dans le deal. Donc vraiment, il y a beaucoup de, alors je vais appeler de ça de la douceur dans la discussion, De déférence, ouais. mais qui n'est pas du tout de la vraie douceur. C'est il va y avoir toujours un pouvoir de je suis le client, je domine. Ouais, Mais tout ça se passe en douceur. moi, j'ai commencé ma carrière chez Schlumberger quand j'étais en entreprise, et c'est vrai que bon, le monde a changé, hein. Donc aujourd'hui, en fait, et ça serait intéressant d'avoir votre perspective là-dessus, parce que quand j'étais chez Schlum, on était vraiment impliqué dans des négociations en Afrique, on avait des positions majoritaires, si ce n'est monopolistiques, dans pas mal de secteurs, ce qui fait qu'on était pratiquement dans toutes les régions à négocier, mais on était souvent envoyé sur le terrain pour négocier. On est dans un monde aujourd'hui où c'est via Zoom. Teams, comment est-ce qu'on appréhende ces aspects-là justement culturels quand on est de l'autre côté d'une caméra? Comment ça se passe que autant parfois quand on est sur place, on va rencontrer les gens, on est autour d'une table, on a cet aspect personnel, on peut sentir la personne. On n'a pas ce même relationnel quand on est de l'autre côté d'une caméra. Comment est-ce que vous appréhendez? C'est parce que vous avez l'expérience aussi de nombreuses années, donc vous avez vu ce passage aussi. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous voyez cette différence? Ce serait intéressant d'avoir votre perspective, Aurélie. Alors moi, je dirais effectivement, c'est assez difficile de négocier par Zoom, notamment si la négociation est critique, si ça porte sur un gros contrat. En général, je conseillerais plutôt que cette négociation se fasse en personne, sur le terrain, justement parce qu'il y a 80% de la communication qui est non verbale. Et comment saisir cette communication non verbale à travers Zoom et une caméra, c'est beaucoup plus difficile, je dirais. Alors, on a appris au fur et à mesure en pratiquant, en négociant par Zoom. On commence un petit peu mieux à pratiquer la négociation virtuelle. C'est plus facile lorsqu'on connaît déjà, qu'on a déjà rencontré on va dire, la partie en face. Mais effectivement, ça peut être très problématique si on est dans une négociation où on ne connaît pas la partie en face et il faut lire les signaux non verbaux. Ouais. Là, ça devient compliqué. Et spécialement, je pense à des moments difficiles dans les négociations où on a besoin de s'isoler avec l'équipe, à part pour discuter d'un point, pour être sûr que tout le monde a bien compris.
Ah, C'est c'est un peu difficile. C'est c'est un peu difficile. plus compliqué en virtuel. Ça se fait, hein, mais c'est un peu plus compliqué et ça laisse un On est sur le Slack à côté en train de s'envoyer des messages pour essayer de... voilà partie. On s'envoie des messages C'est ça. après, voilà. D'accord. Et toi, Mohamed, du coup, comment... Parce que toi, C'est- est-ce que du coup, tu te déplaces à chaque fois pour les négociations ou... Alors, justement, c'est un point que je voulais aborder. Ça aussi, ça a été une nouveauté pour moi en arrivant dans la région, c'est que les juristes sortent peu. Le juriste ne doit pas apparaître. Puisque le juriste égale confrontation, égale litige. Ça, c'est la vision. Mais petit à petit, en changeant les perceptions, on aide les gens à mieux trouver des solutions. C'est que nous, on doit être toujours derrière. Donc l'idée est, à travers Zoom, donc être extrêmement poli tout le temps, puisque en plus comme on sent pas les gens, il faut garder cette politesse absolue, en échangeant toujours avec les collègues, en donnant les stratégies qu'on souhaite mener par message pendant les discussions avec l'autre partie. Mais le point qui est difficile, c'est que les juristes se mettent rarement vraiment en Teams. Ils préfèrent l'écrit dans la région. Euh, et, euh, et aussi, ce qui peut être intéressant, par exemple avec les collègues d'Asie, indiens ou chinois avec lesquels on a pu discuter, c'est le temps qu'ils prennent Ouais. pour analyser pendant le Teams la réponse. Donc nous, entre-temps, ben, on se fait de nouveaux scénarios en tête. Et en fait, on se fait une liste de solutions par rapport à ce qui peut venir. Donc ça nous demande peut-être un peu plus de travail par Teams Mais tu que de dirais que visu. dans la région MENA, c'est le côté vraiment rencontré en personne est vraiment est fondamental ou finalement aujourd'hui, même dans cette région-là où on a pris le pli des Teams, etc., dans les négociations, est-ce que c'est devenu maintenant monnaie courante? En fait, c'est monnaie courante, mais la vraie relation se fait de visu. C'est-à-dire que les gens, euh, je vous donne un exemple, c'est que les 10, 15 premières minutes, c'est on peut prendre du thé ensemble. Le thé est servi, on prend le temps de discuter. Donc, le côté visu est fondamental. Donc, même si les juristes ne peuvent pas y aller, on demande à nos équipes projet ou commerciales d'aller rencontrer pour casser cette première barrière et créer la confiance. La Ouais, la confiance est un confiance. point qui est difficile à avoir. Ouais, Et donc, si on se ouais, rencontre, il peut y avoir confiance. Teams ou autres outils ne d'accord. permettent pas nécessairement d'instaurer la confiance. Moi, j'étais, pour un de mes clients américains, j'étais dans une négociation avec des Chinois il n'y a pas longtemps. Je me rappelle, dans la négociation, ça prenait, tu parlais du temps, la temporalité, et l'importance de ça justement dans les négociations. Et c'est vrai que je me rappelle, mon client m'envoyait des messages en disant shoot me, parce qu'il voyait le temps que ça prenait dans la négociation alors qu'il voulait signer son contrat en tant qu'Américain. Et en fait, c'est vrai que de l'autre côté, même si, alors, ça, donc d'abord, je voudrais qu'on parle effectivement de la temporalité de cet aspect temps. Mais aussi, quelque part, est-ce que vraiment, parce que je crois que ce contrat-là que je négociais était en droit américain. Mais finalement, quand on négocie avec des Chinois ou de certaines cultures, est-ce que finalement le droit est si important que ça? Quel sera ou est-ce que finalement le succès ou l'échec d'une négociation, elle se fait en dehors vraiment de ce qui est écrit dans le contrat en termes de loi applicable, droit, etc. Moi, je dis souvent qu'un bon contrat est un bon contrat, quelle que soit la juridiction. Voilà, mais est-ce que quelque part, vous avez ce même sentiment dans vos négociations que le succès il passe parfois au-delà purement de ce qui est écrit dans les quatre coins d'un contrat, en fait. Donc voilà, parler de la temporalité du temps, et puis ensuite de qu'est-ce qui fait le succès d'un contrat quand on est dans des relations interculturelles. Donc peut-être Aurélie, si tu veux Oui, rebondir là-dessus. alors sur la temporalité, je dirais, bah, tout dépend aussi du contexte, on va dire des contraintes du client. Des fois, la temporalité ou le rythme est imposé aussi par le client ou par le fait qu'on participe à un appel d'offres qui est limité dans le temps. Ce qui peut parfois être très frustrant parce que normalement, pour gérer une bonne négociation, il faut être conscient qu'il faut de la patience et il faut du temps pour y arriver et il faut normalement plusieurs sessions de discussion, de négociation afin de pouvoir parvenir
à un contrat qui reflète l'intention des parties. Et donc, ça me mène au prochain point que tu soulevais, Stéphane, qui est qu'est-ce qui est un bon contrat? Pour moi, c'est un contrat qui reflète l'intention des parties et qui aussi remplit les objectifs des parties par rapport au projet qu'ils veulent accomplir et qui commence en fait à établir quelque part une relation entre les deux organisations. C'est là où est le succès. Donc, que le Mais je pense que contrat. ouais, je pense que les objectifs de contrat, on le voit dans le contrat tel qu'il est rédigé. Les intentions des parties, elles sont pas toujours forcément dans l'écrit. Et quelque part, vouloir se dire, voilà, le contrat reflète vraiment ce que culturellement chacune des parties, de son point de vue, attendait d'un contrat, c'est pas toujours facile à sentir quelque part. Mohamed, quelle est ton opinion sur ça? Je vais prendre un exemple, c'est que dans cette partie du monde, on nous demande de bilatéraliser toutes les clauses. Mutualité. C'est par principe, voilà, c'est par principe. On a une clause de sanction, par exemple, euh, qui ne concerne absolument pas un client situé en Côte d'Ivoire, mais il va, comme nous, on a l'obligation, par exemple, de mettre des clauses de trade sanctions, et ben lui, il va insister pour rendre la chose réciproque. Euh, voilà, c'est sa volonté. Donc, c'est en fait parfois dans un sens de juriste pragmatique ou logique, en voyant l'impact des choses. Et en fait, parfois, les solutions se trouvent simplement dans des reformulations ou des rédactions qui vont bilatéraliser les choses, mais qui n'ont aucun impact sur l'une ou l'autre des parties. Mais par principe, on doit le faire. On doit aussi passer beaucoup de temps à discuter de certaines clauses euh, qui n'ont pas, qui vont pas avoir véritablement d'impact sur la relation, ni sur le projet en lui-même, mais le client veut en parler, ben on en parle. On D'accord. passe du temps avec. Et en termes de temps, on avait commencé à l'évoquer ensemble la dernière fois, c'est que ici dans la région, tout, on fonctionne à l'urgence. Alors, ce n'est pas du tout le cas en France ou dans d'autres pays. Ici, c'est vraiment, on fonctionne tout à la dernière minute. Tout. Et on peut le faire bien, mais juste que c'est des phases assez stressantes. Et donc, lorsqu'on est face à des cultures qui ne connaissent pas la dernière minute, ils ont le temps. Par exemple, face à des vendeurs asiatiques, et ben, nous, on est dans l'urgence, on donne tous nos arguments. Face à un fournisseur qui se trouve en Asie, bah, lui, il va attendre. Il va D'accord. simplement attendre et récupérer argument par argument. Donc, vraiment, la notion du temps et de la gestion en amont du deal est importante. Comme le disait Aurélie, c'est vraiment comprendre qui j'ai en face. D'accord. Aurélie, on n'a pas parlé des US dans tout ça. Et c'est vrai que la façon de négocier aux États-Unis, on se retrouve souvent, les gens qui viennent qui ont pas l'habitude des contrats américains, même si de plus en plus maintenant de juristes à travers le monde, du fait de l'importance du droit américain, voient ce type de contrat-là, on est dans des contrats qui sont extrêmement volumineux. Euh, on n'a pas l'habitude de ça. Alors, je ne sais pas comment c'est dans la région MENA, mais les contrats en France, généralement, il y a beaucoup de droit qui est du droit, je dirais presque, d'ordre public. On n'a pas besoin d'avoir des contrats qui sont très étoffés, mais ce n'est pas du tout la culture américaine. Donc, je serais intéressé d'avoir ta perspective sur justement l'importance justement de la culture dans la façon de rédiger les contrats du côté américain. Si tu peux parler de ça peut-être un petit Oui. peu. Oui, donc effectivement, comme tu le pointais, hein, Stéphane, je pense que dans les contrats de droit américain, il y a plusieurs particularités hein, au niveau de la rédaction des contrats. Notamment, je pense surtout aux clauses de limitation de responsabilité ou aux indemnités qui font l'objet de rédaction, on va dire, qui est mise à l'épreuve ou qui est scrutinisée sur lesquels il faut utiliser un langage particulier, il faut les mettre en gras. Donc il y a quand même tout un tas de, je dirais, de clauses qui se rajoutent du fait que c'est le droit américain. Après, une fois qu'on a, je dirais,
appris à apprivoiser ce genre de contrat ou ce type de contrat, le mécanisme s'installe assez rapidement. Euh, D'accord. Parce que c'est pareil, je pense pour toi, Mohamed, dans la région, je pense que les contrats sont pas du tout des gros contrats comme on le voit aux États-Unis. Mais est-ce que vous n'avez pas quelque part dans vos régions respectives à tous les deux dû localiser des templates qui étaient peut-être des templates ou dans l'attente qui étaient des templates américains et d'expliquer même à l'autre partie qu'on ne peut pas avoir des contrats, ça sert à rien d'avoir des contrats aussi longs. Comment est-ce qu'on gère cette partie-là en fait contractuelle? Alors, pour moi, donc, l'entreprise pour laquelle je travaille a une filiale aux États-Unis. Donc, ça nous demande aussi une gymnastique entre les deux systèmes. Euh, En fait, on commence même à voir dans certains contrats de civil law, purement de civil law, des clauses avec les indemnities, en fait, il y a des clauses de juridiction qui sont très tournées common law, et en fait, on les trouve dans les contrats civilistes, certainement par culture et par apprentissage sur d'autres cultures. Donc même si on fait un gros travail de discussion et de sensibilisation, euh, c'est difficile de convaincre les gens que certaines clauses ne sont pas applicables dans le système dans lequel on va travailler. Et donc on laisse. De notre côté, on a décidé de laisser ces clauses tant qu'elles impactaient pas enfin tant qu'elles impactaient pas l'exécution du contrat, ou d'introduire des schémas, des rédactions liées à l'ordre public, au droit applicable. Donc on s'en sort comme ça. D'accord. Dans votre pratique respective, en fait, justement, dans certaines régions qui sont peut-être moins, mais en mettant ça entre parenthèses, sophistiquées peut-être dans l'approche contractuelle, quelle est l'importance de tout ce qui est annexe au contrat en tant que tel, c'est-à-dire que la communication, s'envoyer des WhatsApp, s'envoyer des emails à côté, le côté un petit peu à la fois préparatoire, mais aussi auxiliaire de la négociation en tant que telle. Quel est l'impact, l'importance de tout ça dans la négociation, dans votre expérience? Aurélie. Alors moi je dirais que on n'utilise pas énormément, on utilise un petit peu les WhatsApp ou les Teams, les messages par communication, mais en dehors des sessions de négociation, mais on essaie surtout de maximiser, je dirais plutôt l'interaction en face-to-face une fois qu'on arrive pour les négociations, pour la session de négociation. D'accord. On a un petit peu d'échange, effectivement, pour essayer de faire progresser les choses. Mais on essaie d'avoir quand même des sessions plus planifiées. Il y a quand même l'importance de planifier les négociations, surtout quand on est dans des équipes, on va dire, qui sont dans un contexte global, dans plusieurs pays, dans plusieurs bureaux, pour être sûr aussi que tous les participants peuvent se joindre à la négociation. Parce D'accord. qu'on on court le risque, lorsqu'on utilise aussi beaucoup de communication hors du contexte planifié, d'avoir une conversation seul à seul avec quelqu'un en face. Et des fois, il peut y avoir des malentendus ou de la confusion. Et après, quand c'est reporté dans les différentes organisations, ça peut mener à des incompréhensions d'un côté comme de l'autre. Donc voilà. Et pour toi, Mohamed, surtout sur ta région, du coup? Alors, évidemment, on essaye de faire la même chose qu'Aurélie ici, mais on utilise beaucoup WhatsApp, les messages, et d'abord, on s'assure que ce qu'on va écrire par mail est bon, et ensuite, on l'envoie par mail. Mais effectivement, on utilise beaucoup le canal D'accord. WhatsApp et messages. Ouais. Moi, j'avais une question qui était, à mon avis, va clairement questionner pas mal des juristes du groupe, c'est l'importance du côté linguistique, de comprendre la langue. Est-ce que c'est vraiment très important quand on va négocier un contrat dans certains pays de parler la langue locale? Ça, c'est la première des choses. Et dans la deuxième chose, quelque part, la qualification dans le droit applicable. Parce que finalement,
Est-ce qu'on peut continuer de négocier un contrat comme si on était en France, en droit français, mais il se trouve que la partie n'est pas forcément française de l'autre côté? Ou est-ce que quelque part, il faut aller vers l'autre partie en se disant, bah, on va le faire en droit local pour créer justement cette relation de confiance? Donc, c'est intéressant d'avoir vos perspectives sur à la fois le droit applicable et la langue, quelque part, l'importance de la langue dans tout ça. Peut-être Aurélie? Alors, je dirais que l'importance de la langue, enfin de comprendre la langue ou au moins de comprendre son homologue, est quand même assez critique pour la négociation, ou d'avoir un traducteur qui puisse nous retranscrire les conversations. Je me suis moi-même trouvée dans des négociations où on passe la moitié de la journée à traduire, notamment en Chine par exemple, on passe la moitié de la journée à traduire les négociations. C'est très compliqué et très frustrant parce que bien sûr le progrès est beaucoup plus lent, donc il faut se préparer aussi, voilà, mentalement pour ce genre de difficultés supplémentaires. Et après, je dirais que au niveau du droit applicable, donc dernièrement, par exemple, j'ai été impliquée dans une négociation avec un client brésilien, donc il parle portugais, mais le droit applicable étant le droit new-yorkais. Donc, on n'est pas obligé d'aller vers le droit, je dirais, du pays de l'homologue avec qui on négocie. Il faut juste trouver au moins je dirais, un juste milieu ou au moins un droit avec lequel les parties sont familières, suffisamment familières, et qui est acceptable. Après, la difficulté vient que même si on choisit un droit neutre, d'un pays neutre ou international, il y a certaines conversations qui se passent toujours dans la langue natale de son homologue. Donc là, c'est encore une fois, c'est clé d'avoir des experts qui puissent parler la Bien sûr. langue s'aider et s'accompagner dans la négociation. Et toi, dans ta région, Mohamed, parce que c'est vrai que le contrat peut être rédigé par exemple en anglais, mais est-ce que beaucoup des communications, tout ça se fait en langue locale? Finalement, quelle est l'importance de tout ça? Alors, le fait de parler la langue, la langue est importante. Clairement, lorsqu'on discute avec des collègues saoudiens et qu'on parle les 2 premières minutes ou la première minute en arabe, ça change tout. Ouais, Même si la suite de la négociation se passe en anglais, totalement en anglais, mais ces premières salutations, généralités, on les fait en langue arabe. C'est très très important. Le fait aussi dans les pays d'Afrique de l'Ouest, le fait de connaître quelques mots et montre en fait une certaine proximité aux gens. Ça et je le vois même ici au Maroc quand je suis arrivé. Le fait parce que mon apparence, je reste très parisien, mais quand je discute, effectivement, ça casse tout de suite quelque chose. Et je le voyais quand j'étais en France et négociais au Maroc, dès que je parlais en marocain, ça a aidé beaucoup, beaucoup. Ensuite, l'autre volet, tu disais donc qu'il y avait la langue le et droit. oui, et la juridiction. Ça aussi, c'est un point que je voulais aborder. La juridiction ici, en fait, de plus en plus, notamment avec les pays d'Afrique francophone, lorsqu'on dit que le droit français sera applicable, ils acceptent plus trop. Ils acceptent plus trop ce point-là. Donc on va vers le droit WADA, par exemple, qui est assez commun. Ils acceptent le droit marocain parfois, mais vraiment, et malheureusement, de plus en plus, le droit français, les pays d'Afrique francophone, ils en veulent plus, et ça peut même parfois les offusquer si on propose le droit français. Intéressant. Bon, ça c'est pour Intéressant. des aspects géopolitiques. Bien sûr, intéressant. Je me rends compte qu'on pourrait parler des heures et malheureusement, on n'a plus que 8 minutes là-dedans. Je voulais vous poser une question pour terminer là-dessus, qui était plus vraiment en termes de droit substantif. L'importance du droit applicable des juridictions par rapport à l'arbitrage dans vos régions, quand on est dans des négociations comme ça, et ou l'exportabilité des concepts en matière de responsabilité et de limitation de responsabilité, garantie, etc., qui sont quand même très particuliers à chaque pays. Comment est-ce que vous négociez ces clauses-là? Et donc, d'abord, la première partie, arbitrage plutôt que tribunaux.
Et deuxième partie, responsabilité en général. Comment est-ce que vous négociez ça dans ces contextes interculturels? Aurélie, peut-être, si tu as une réflexion là-dessus. Donc nous, on essaie quand même, on va dire que le choix de préférence chez nous, dans un contexte plutôt international, c'est d'aller vers le droit anglais, hein. C'est toujours quand même le droit prévalent, je dirais, sur la plupart des contrats majeurs internationaux. Et donc, au niveau des litiges, on a tendance à préférer une référence à l'arbitrage, soit la Chambre de commerce internationale. Donc on essaie de choisir encore une fois un forum, souvent soit Paris, soit Londres, enfin ça dépend des clients. On essaie de choisir un forum, on va dire, qui est assez reconnu. Et on préfère l'arbitrage aussi pour des raisons de Bien confidentialité, bien sûr. sûr, par rapport au litige. Par rapport aux clauses de responsabilité, donc surtout nous, on passe beaucoup de temps sur ce genre de clauses parce qu'on est dans un contexte offshore. Donc c'est un contexte où il y a d'énormes risques et c'est un contexte un petit peu particulier dans lequel on pratique ce qu'on appelle le knock for knock, c'est-à-dire que chacune des parties prend la responsabilité pour son personnel et sa propriété. Donc, ce sont des clauses sur lesquelles on passe beaucoup de temps. Et des fois, quand on est en face avec un homologue qui ne comprend pas forcément, qui n'est pas familier avec ce genre de clauses, ça peut valoir dire qu'on passe pas mal de temps à leur expliquer pourquoi il est essentiel pour nous d'avoir ce genre de clause, parce qu'en fait, tout notre système dessous, avec tous nos sous-traitants, etc., est basé sur le même principe. Donc, D'accord. si on commence à prendre une exception quelque part, il y a un effet quelque Domino. part, voilà, de domino. Très bien. Mohamed, de ton côté? Alors pour l'arbitrage, il est plutôt bien accepté. Ça passe plutôt bien parce que on veut sortir des relations sur les tribunaux nationaux pour des raisons de confidentialité et aussi d'indépendance de la justice. Donc ça, c'est plutôt bien accepté de passer par de l'arbitrage. Même l'arbitrage est reconnu ici au Maroc. Et pour les clauses limitatives de responsabilité, elles sont plutôt bien comprises également. Ça, la discussion ne porte plus sur leur existence, elle porte plus sur les montants. D'accord, intéressant. Je- il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous avez d'autres éléments que vous vouliez? Parce que, en fait, j'avais créé toute cette liste de questions, mais je pense que j'ai tellement apprécié cette discussion que finalement, on est parti sur plusieurs thématiques. Mais est-ce que vous avez des points qui n'ont pas été discutés que vous voulez justement aborder rapidement ou vous pensez avoir couvert l'essentiel? Moi, je dirais rapidement que la négociation est un art. Ça serait ma remarque de conclusion. Et je dirais aussi comme conseil que ce qui est essentiel, c'est ne pas braquer la partie en face et ne pas monter dans l'émotionnel. Parce que dès qu'on part dans l'émotionnel, Ah ouais, bah, c'est ça sûr. devient assez catastrophique et ça peut éventuellement peut vouloir dire que on perd un contrat ou ça peut nous faire perdre énormément de temps. Voilà. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mohamed, de ton côté? Moi, pour ma part, c'est vraiment tenter de comprendre les besoins des personnes en face. Si on arrive à comprendre alors, excusez le terme, le rationnel de la position de l'interlocuteur, on est bon. Parce qu'on va l'aider à répondre à son besoin. Très bien, intéressant. Bah, écoutez, je voulais vous remercier tous les deux, vraiment de votre temps, parce que bon, on est tous busy en début d'année. Donc merci encore une fois de votre temps. Bonne année à tous les deux. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vais vous demander de rester 2 minutes avec moi. Je vais faire ça. Et puis, voilà, attendez.